Chers amis scientifiques, géographes, aménageurs, urbanistes, agronomes, j'ai le plaisir de vous présenter le travail qui a été publiquement devant le jury constitué de Pascal Chevalier, géographe, professeur des universités à Paul-Valéry, Montpellier, qui a donc présidé le jury et a examiné la thèse, Laura Michel, maître de conférence, politiste à l'université de Montpellier, qui a co-dirigé la thèse, Patrick Moquet, professeur à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, qui a donc eu le rôle de rapporteur, avec Monique Poulot, géographe, professeur des universités à l'Université Paris-Nanterre, également rapporteur. Valérie de Saint-Vaulery, chargée de mission à la direction du développement économique et de l'emploi de Montpellier Méditerranée Métropole, était là en tant qu'invité, et Christophe Toussaint-Soulard, ingénieur de recherche, habilité à diriger des recherches, a dirigé cette thèse. La thèse a donc été présentée ce 7 décembre 2018 à Montpellier Supagro à Montpellier. Pour rendre compte de ce travail de recherche autour de la participation des agriculteurs à une politique alimentaire territoriale, j'expliciterai tout d'abord l'intérêt d'étudier ce sujet. J'exposerai ensuite la méthodologie déployée et les résultats saillants qui en sont issus. Je terminerai par les perspectives offertes par ce projet de géographie. La recherche porte sur la question de la participation des agriculteurs à une action publique territoriale. Il permet de traiter le problème général de la compatibilité entre des dynamiques agricoles préexistantes et les nouvelles demandes urbaines en termes d'agriculture plus écologique et d'alimentation plus locale qui émanent des habitants. Ces demandes sont traduites aujourd'hui par des élus locaux en politiques agricoles et alimentaires. Ce questionnement part d'une intuition issue de mon expérience professionnelle. En tant qu'agent de développement impliqué dans l'accompagnement d'agriculteurs, de collectifs et de territoires porteurs de projets de circuits courts, j'ai pu constater les difficultés de participation des agriculteurs aux nouvelles demandes qui peuvent émaner de territoires de projets, nouvelles demandes axées sur le manger bio et local. J'ai fait le choix d'étudier cette question du point de vue croisé des agriculteurs et de leur interaction avec le local, incarné à l'échelon de l'établissement public de coopération intercommunale, ou EPCI, porteur d'un projet alimentaire de territoire. Ce travail s'inscrit dans la continuité des travaux menés au sein de l'équipe Agricité à l'unité mixte de recherche innovation à l'INRA de Montpellier, autour de la participation des agriculteurs à la gouvernance territoriale. La dimension spatiale de cette participation d'acteurs agricoles à une politique alimentaire territoriale portée par des acteurs urbains n'est pas évidente, sauf si on l'approche dans une perspective de géographie sociale du fait agricole. Je définis et aborde cette participation comme une activité quotidienne liée aux pratiques d'une part et à l'engagement professionnel ainsi qu'à l'insertion territoriale des agriculteurs de l'autre. J'adopte pour cela une géographie des acteurs, plus précisément de leur action spatiale. La participation est comprise comme mode d'insertion territoriale des agriculteurs. Les pratiques des agriculteurs conditionnent leur mode de participation aux projets locaux. Étudier la participation des agriculteurs à la politique locale, c'est se demander qui sont ces agriculteurs, comment ils apparaissent, de quelle histoire ils sont issus, comment ils sont intégrés à la vie publique et professionnelle locale, quels sont les réseaux et organisations qu'ils fréquentent, comment peuvent-ils s'inscrire ou pas comme candidats à des politiques prescrites à l'échelle de leur territoire. Mais c'est aussi chercher à comprendre ce contexte territorial, avec une approche de géographie sociale et politique du territoire urbain. Comment évolue le statut de l'agriculture et des agriculteurs dans les politiques locales? Je fais l'hypothèse d'un décalage entre acteurs agricoles et urbains. Ce décalage est lié aux difficultés de mise en dialogue du monde agricole et du monde urbain. Le monde agricole est plutôt organisé sur la base d'une délégation à des organisations professionnelles sectorielles en situation de monopole d'expertise au sein d'arènes spécialisées. Alors que le monde urbain favorise la participation individuelle au sein de forums citoyens ouverts et multi-acteurs. D'où la question complexe de mise en adéquation ou pas de nouvelles attentes citoyennes
traduites politiquement en projets alimentaires territoriaux, avec une mosaïque agricole périurbaine. Comment aborder cette confrontation, ce dialogue à construire entre conception et pratique de participation des agriculteurs d'une part, et conception pratique des élus, aménageurs et développeurs urbains de l'autre. J'ai choisi de partir d'un exemple, d'un cas d'étude, l'EPCI de Montpellier, qui, comme tout territoire, est un espace approprié, un construit politique historique. À ce titre, la métropole ne représente qu'une portion partielle de l'aire urbaine ou du bassin de vie de Montpellier. J'aborde cette étude en situation de thèse CIFRE. La méthode construite est liée à cette situation d'immersion. Je suis à la fois dans l'action et dans la recherche. J'ai eu l'occasion de réfléchir et de communiquer sur les intérêts et limites liés à cette situation spécifique de chercheur relais. Le principal intérêt de cette situation de travail était de pouvoir mener une recherche en situation. J'ai pu, en effet, avoir accès à des informations adaptées à l'objet étudié du fait d'une immersion autorisant une lecture processuelle fine de la participation. Ce contexte CIFRE m'a ainsi amené à combiner 4 modes de recherche complémentaires. Tout d'abord, de l'analyse documentaire. Les archives de 85 délibérations de l'EPCI depuis sa création sous forme de district en 1965. 99 articles issus de la presse institutionnelle et de la presse régionale agricole et grand public. 77 entretiens, élus, agents de développement, mais également personnes ressources comme des retraités, salariés, gestionnaires d'anciens domaines viticoles ou anciens agents de développement, de façon à reconstituer l'histoire à la fois agricole et urbaine du territoire, en la replaçant dans son contexte spatial, social et cognitif. La méthode s'est aussi appuyée sur une observation de dispositifs territoriaux concernant acteurs urbains et agricoles, comme ceux menés par la métropole dans le cadre de sa nouvelle politique agroécologique et alimentaire, ou P2A, ou celui mis en œuvre par le Conservatoire des espaces naturels, CEN, comme opérateur de compensation environnementale. Enfin, du fait de ma situation CIFRE, j'ai été impliqué via une participation observante de la politique agri-alimentaire territoriale, naissante, en qualité de chargé de mission de la métropole. J'ai contribué au dispositif relié à la connaissance des dynamiques agricoles locales et à l'installation agricole. Appel à projet pour consolider le tissu des fermes nourricières, puis préfiguration d'associations foncières agricoles ou AFA sur l'arc des Garrigues. Pour étudier la participation agricole, j'ai construit un cadre de lecture croisant géographie sociale des agriculteurs, des institutions et du développement territorial. Il permet de réaliser une lecture du phénomène participatif à l'œuvre en train de se faire. Ce cadre de lecture s'appuie sur la combinaison de 3 regards, 3 entrées permettant de renseigner la construction d'un territoire agri-urbain. J'appelle participation prescrite l'offre de participation émanant de la collectivité territoriale urbaine. Cette définition s'inscrit dans une approche cognitive de l'action publique territoriale. L'évolution des priorités est considérée comme liée au poids des idées et représentations portées par les acteurs qui sont amenés à définir et à construire une nouvelle action publique. Cette action s'inscrit dans un référentiel dominant, pris comme cadre cognitif, normatif, mobilisé pour justifier la pertinence de la politique menée. Je considère la dimension vécue comme l'approche permettant d'analyser la participation des agriculteurs, appréhendés comme des acteurs habitant le territoire, et à ce titre développement des pratiques les amenant à privilégier des lieux-moments spécifiques de participation. Je pense que l'exercice quotidien du métier conditionne la façon dont les agriculteurs peuvent participer à une politique alimentaire à l'échelle territoriale. Comme cette offre politique est inédite, j'ai insisté sur la participation définie comme « en fabrique ». Je fais l'hypothèse qu'en allant observer des dispositifs d'action publique territoriale, je peux mettre en lumière un répertoire de modes de participation agricole. Le dispositif est compris dans le sens de Foucault comme assemblage d'instruments, de règles et d'acteurs. Il donne ainsi l'occasion de voir comment se déroule l'agencement, l'articulation du prescrit et du vécu tout le long du processus de mise en relation d'acteurs agricoles et urbains. Je vais à présent
préciser quelques résultats qui sont issus de cette lecture croisée. Le point de vue de la collectivité territoriale constitue la participation prescrite. J'ai suivi l'évolution des référentiels et dispositifs portés par l'EPCI dans le temps long en me posant la question suivante. Comment a évolué l'appréhension de l'agriculture depuis la création du district jusqu'au passage en métropole en 2015? Le résultat est le constat d'une hybridation du référentiel aménagiste résidentiel qui reste dominant tout en étant en mesure d'intégrer des éléments issus de l'émergence récente de nouveaux référentiels plus axés sur le traitement des périls environnementaux. Des référentiels de développement durable ou de transition écologique, affichés au cours des périodes les plus récentes, apparaissent suffisamment flous pour permettre à la fois une poursuite du référentiel aménagiste hérité et un bricolage, une expérimentation de nouvelles actions. D'autre part, l'étude de cette participation prescrite permet de révéler, d'une part, que l'offre de participation s'est élargie, des viticulteurs propriétaires fonciers, le faire-valoir direct étant majoritaire dans la région, à d'autres profils, moins majoritaires, moins dotés en ressources foncières, plus diversifiés. Ensuite, que les valeurs affectées par le PCI à l'agriculture ont évolué d'une consommation à une transaction, pour reprendre le vocabulaire de Vanier, du statut de support à celui d'objet du projet urbain. Enfin, qu'en termes de compétences, l'intercommunalité est jeune et relativement inexpérimentée en matière d'ingénierie territoriale sur le sujet de l'aménagement et du développement agricole. L'autre volet de recherche est celui de la participation vécue, qui s'appuie sur le regard des agriculteurs. Je montre que l'écoute du point de vue agricole et l'analyse des pratiques permettent de dévoiler le lien entre pratiques et formes territorialisées de participation. Élargir le regard au-delà des publics ciblés par une politique territoriale comme la P2A, en questionnant les pratiques des viticulteurs ou des manadiers, permet de mieux comprendre comment les pratiques influencent le référentiel de participation. On pourrait supposer que les viticulteurs sont tournés intégralement vers les démarches spécialisées, s'inscrivant dans une logique de filière. Ou encore que les agriculteurs nourriciers, attendus et visés par la P2A, la politique agroécologique alimentaire, sont principalement des maraîchers bio. Les réalités observées sont plus complexes. Le répertoire des solutions participatives révèle de l'inédit. Alors qu'elles ne sont pas explicitement visées, des figures agricoles locales peuvent s'inviter à participer à la nouvelle politique agricole territoriale. Un manadier peut revendiquer une fonction agroécologique nourricière, en avançant l'argument d'une production de viande bovine multiqualifiée, IGP et bio. C'est ce qui s'est passé au cours du processus d'allocation de foncier intégré à la P2A. Un vigneron ayant initié une montée en qualité par la vente directe de vin au caveau et le passage en production bio peut contribuer dans une logique panier d'élargissement de l'offre à installer de nouveaux agriculteurs en maraîchage bio et à accueillir des fruits et légumes issus de cette nouvelle activité au sein de son espace de vente. Ces exemples illustrent l'intérêt du pas de côté, de l'étude des pratiques pour dévoiler des logiques participatives inattendues, imprévues. Un autre de mes résultats est d'avoir 3 types de participation agricole, à partir de l'étude de la fabrique, du processus de construction d'une offre territoriale aux agriculteurs et des formes de candidature des agriculteurs à cette offre. J'ai réalisé pour cela des chroniques de dispositifs. Ces chroniques sont présentées en détail dans la thèse. Je mets ici en avant ce qu'elles nous apprennent en termes de participation agricole à la politique urbaine. En 2011, dans le cadre de son agenda 21 local, la communauté d'agglomération de Montpellier, ou CAM, conceptualise l'idée d'un parc agraire, défini comme espace multifonctionnel qui doit concilier fonctions urbaines et agricoles. Ce dispositif révèle au final un héritage viticole entretenant une participation néo-corporatiste. En effet, les viticulteurs ont obtenu la majeure partie des terres fertiles en bail long, sur la base d'un argumentaire qui s'appuie à la fois sur le voisinage géographique, la contiguïté, et sur l'insertion dans une filière d'excellence. Le domaine se situe en bordure de l'aire d'approvisionnement d'une cave coopérative située au sein de l'aire d'appellation du Pic Saint-Loup. Les viticulteurs disposent d'un capital d'autochtonie élevé. Ils incarnent la profession agricole et maîtrisent les organisations professionnelles agricoles, ou OPA. Ils sont les interlocuteurs privilégiés de la CAM
dans le cadre d'une cogestion déclinée à l'échelle locale. Le référentiel mobilisé est hérité de la corporation, il est avant tout technique et économique. Cette chronique révèle une forme hiérarchique de participation, caractéristique du monde viticole dominant. Cette participation est axée sur des enjeux de productivité, avec une attention particulière portée à l'irrigation des terres ou au marquage de terroirs de qualité, et de valorisation des produits via la promotion des vins. Ainsi, la réponse au projet d'agriparc, initialement défini par la CAM, est partielle. La multifonctionnalité du site est relative. Mais il contribue toutefois au maintien d'une limite à l'étalement urbain, en frontière de la CAM, et constitue une opportunité rare d'installation pour d'autres figures agricoles. Le suivi du dispositif d'appels à projets pour consolider le tissu des fermes agroécologiques nourricières permet de montrer l'émergence d'une forme de participation moins hiérarchique, basée sur une construction en cours d'un monde professionnel encore peu reconnu. Ces maraîchers bio sont en relation étroite avec des consommateurs qui leur ressemblent. Ils se retrouvent au sein d'un réseau associatif qui se consacre à l'agroécologie et ou à l'alimentation, comme les AMAP, les groupements d'achat. J'ai qualifié la participation des maraîchers bio diversifiés d'affinitaire. Ce tissu professionnel est jeune et peu dense. Les agriculteurs ont des liens limités aux OPA, même alternatives. Ils ne disposent pas de ressources élevées, travaillent sur de petites surfaces et ont encore des difficultés à prouver leur viabilité. Ils privilégient des relations basées sur des affinités, des centres d'intérêt. Cela prend la forme de réseaux d'échanges d'échelles variées, du local au global, dont la plupart ont émergé récemment, autour de pratiques écologiques, comme la traction animale ou le maraîchage sur sol vivant, développés sur la base d'une expertise d'usage, fondée sur la reconnaissance de pionniers experts. Nous pourrons discuter de la relation entre ce profil et les micro-fermes définies par Kevin Morel récemment dans sa thèse en 2016. La politique agroécologique et alimentaire de la métropole de Montpellier fait de cette question de l'installation son de la guerre, dans le sens où elle permet d'institutionnaliser la création de cette catégorie agriculteurs de la ville, agriculteurs pour la ville, que j'ai nommé agriculteurs liés à la ville. Ces agriculteurs sont arrivés récemment dans le métier dans le cadre de projets de vie. Les autres dispositifs suivis concernent le redéploiement pastoral. Ils révèlent un retour encore discret des éleveurs pastoraux aux portes de la ville sur des bases transactionnelles. Brebis contre poubelle, puis brebis pour la protection de la biodiversité. La forme de participation déployée est, comme pour les maraîchers, peu hiérarchique. Mais à la différence des maraîchers privilégiant des liens avec des consommateurs qui leur ressemblent, les éleveurs concernés sont, eux, amenés à entrer en relation avec une palette ample d'acteurs du territoire, au-delà des seuls consommateurs. Ils doivent négocier leurs projets avec des opérateurs de protection de l'environnement, des collectivités et d'autres gestionnaires d'un foncier plus publicisé que celui des terres arables, intéressant les viticulteurs ou les maraîchers. Le projet du Mas-Dieu est issu d'une lutte citoyenne locale impliquant les communes contre un projet de décharge. Il aboutit à un contre-projet d'écosite. La SAFER se charge de répartir les terres acquises par les communes et le département entre viticulteurs, oléiculteurs et un berger ovin en charge d'entretenir les 242 hectares de parcours classés en espaces naturels sensibles. Un autre site a entre-temps été identifié plus au sud, sur le massif de la Gardiole, pour implanter la décharge. À nouveau, une lutte citoyenne s'est engagée. Après une dizaine d'années, elle a débouché sur un contre-projet. La commune concernée a construit une alliance avec le SEN dans le cadre de la compensation environnementale. La mise en œuvre de cette compensation a pris la forme d'une AFA, Association foncière agricole, dont l'objet est de favoriser la remise en activité agricole du massif, également constitué en majeure partie de garrigues. Les éleveurs consolident leur assise foncière ou arrivent dans le métier en réponse à des appels à projets. Ces projets sont plus axés sur l'agroécologie, la gestion de l'environnement, que sur la dimension nourricière. Les profils des éleveurs candidats retenus, en comparaison aux viticulteurs héritiers et aux néo-maraîchers, sont plus mixtes. L'un est issu d'un monde quasi disparu, celui des pasteurs transhumants languedociens, l'autre est un néo-éleveur en changement de vie. Les critères de sélection, dans les deux cas, s'inscrivent dans un référentiel environnemental. Ils sont définis en lien avec les
protection, brebis pour la protection des milieux et de la biodiversité. L'analyse de la fabrique interroge en retour le prescrit et le vécu. Le territoire est situé historiquement et spatialement du fait de cette approche, croisant histoire urbaine et agraire. Au regard des hypothèses de départ, mes travaux montrent un décalage entre acteurs agricoles et urbains, évolutif et multiforme. Cette thèse contribue à enrichir la géographie sociale du fait agricole. Mon travail a montré que la diversification historique des publics agricoles se traduit par un élargissement des espaces inclus dans le périmètre considéré comme agricole. Terres arables, terroirs viticoles, mais aussi friches, garrigues ou ripisylves. Ces publics se différencient dans leur pratique spatiale et cette différenciation est accentuée par les demandes urbaines, la nouvelle équation axée sur une recherche d'écologisation et de relocalisation alimentaire. Au sein de l'espace agraire cohabitent des viticulteurs au centre, des maraîchers biodiversifiés dans les interstices et des éleveurs pastoraux qui valorisent les garrigues, marges agricoles et urbaines. La géographie sociale amène ainsi à ce constat de diversification sociale et spatiale de l'agriculture périurbaine, amenant à formuler une hypothèse de renaissance agricole par la ville. Le partage du territoire entre agriculteurs aux ressources asymétriques montre que cette renaissance s'inscrit dans un environnement à la fois concurrentiel et coopératif, dans des rapports de force et de nouvelles alliances en pleine redéfinition aujourd'hui du fait de la formulation d'une nouvelle politique alimentaire et donc agricole à l'échelle du territoire. En termes de géographie politique, l'approche par la participation en fabrique permet de mieux comprendre la construction, le bricolage d'une politique agricole et alimentaire à l'échelle d'une métropole. Cette participation prescrite évolue dans le temps. Le travail mené montre la nécessité de porter un regard ample sur les arènes et forums où se rencontrent des acteurs qui fonctionnent de façon plus ou moins cloisonnée, peu connectée. Les viticulteurs privilégient des formes néocorporatistes de participation. Ils sont axés sur l'arène des négociations réglementaires autour du SCOT, le schéma de cohérence territoriale, en lien avec le référentiel aménagiste, résidentiel et économique dominant. Les maraîchers et les associations citoyennes fonctionnent selon des réseaux affinitaires intéressés au développement des circuits courts alimentaires et à la dimension pédagogique qui est liée, via par exemple le moyen de l'agroécologie. Enfin, les éleveurs sont engagés dans des transactions avec des organisations en charge de gestion environnementale du fait d'installations ayant pour objet principal la protection des milieux et de la biodiversité. La diversité agricole se conjugue ainsi avec une diversité de lieux de gouvernance. Mais des liens sont encore réduits entre les arènes, lieux institués, plutôt axés sur la régulation du foncier et des filières, et les forums ouverts, lieux nouveaux de gouvernance, dont ceux qui ont été initiés via la nouvelle politique agroécologique et alimentaire. Cette politique met en lumière des acteurs minoritaires via les nouvelles formes de contractualisation qu'elle propose. Les dispositifs étudiés montrent comment se cristallisent les enjeux de la participation au-delà du cadre construit autour de cette P2A. Ce qui interroge la fonction ensemblière du territoire porteur de politique alimentaire, centrale dans la perspective d'un changement d'échelle. L'enjeu étant de connecter archipel agricole et archipel institutionnel. Je voudrais terminer sur une réflexion ouverte à propos de ce que cette thèse peut apporter au-delà du cas montpelliérain. La participation agricole à une politique alimentaire territoriale mérite d'être socialement, spatialement et historiquement différenciée et située. Le monde agricole est diversifié. Sa diversité s'accroît avec l'émergence de politiques territoriales, environnementales, agricoles et alimentaires. Au-delà des oppositions entre filières et territoires, entre spécialisation et diversification, j'ai été surpris, à travers ce travail, par de nombreux signaux faibles d'assemblage, d'hybridation, d'alliance entre monde agricole traditionnel et nouveau, révélés par l'approche vécue de la participation, fondée sur l'étude des modes d'habiter. La rencontre entre les deux archipels, agricole et territorial, met ainsi en jeu des lieux de négociation multiples, entre arènes héritées, instituées, et nouveaux forums de concertation multi-acteurs. Comme ces deux mondes ne sont pas encore suffisamment connectés,
on ne peut pas encore parler de gouvernance d'une participation agricole à une politique alimentaire territoriale. De nouveaux lieux-moments de participation restent donc à inventer, à construire en lien avec les arènes et forums préexistants. La thèse apporte des pistes pour penser cette gouvernance. La connaissance croisée des différents mondes concernés contribue à renforcer l'aptitude collective à construire ces projets de territoire. Cette méthode gagnerait à se déployer sur d'autres territoires où se fabriquent aujourd'hui des politiques alimentaires. Je vous remercie pour votre attention.